Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie très sincèrement d'être aussi nombreux et nombreuses à cette première conférence du séminaire de la fonction maladie rare de l'hôpital universitaire de Bruxelles. Comme vous avez pu le voir, cette conférence va être enregistrée afin d'être diffusée plus tard sur nos différents réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de la fonction maladie rare du HUB. Pour les accréditations INAMI, vous l'avez vu derrière moi, je le rediffuserai tantôt et c'est présent dans le chat. Nous vous demandons de bien vouloir nous envoyer un mail sur l'adresse mail de la fonction maladie rare afin d'avoir plus facile à collecter vos demandes et les rassembler pour que notre secrétariat puisse les traiter. On va directement entrer dans le vif du sujet avec la présentation du professeur Béatrice Gulbis, à qui je vais laisser l'occasion de se présenter et de nous présenter le sujet d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Béatrice, je crois que Franck. ton micro est encore... Non, Excuse-moi. c'est bon, Non, non, hein? c'est moi qui avais coupé mon son pour D'accord, pas avoir d'accord. d'écho. D'accord. Donc, bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon écran? On le voit encore. Parfait. Ok, super. Alors, je vais mettre ça. Donc, je suis Béatrice Bulbis. Je suis pour le moment le chef de service de la fonction maladie rare dont Franck Deveau est le coordinateur. Fais partie également de l'équipe du Centre de génétique humaine à l'ULB et je suis co-coordinateur du réseau européen de référence EuroBloodNet et c'est pour ça que je souhaitais vous parler des maladies rares, de l'aspect de la transition entre l'adolescence et l'âge adulte, les jeunes adultes, et quel peut être le rôle de ces réseaux européens de référence. Donc, si on pense à cette période de transition donc de l'adolescence vers les jeunes adultes, ben, chacun d'entre nous sait que l'adolescence en tant que personne n'a pas nécessairement été toujours une période facile. Et pourquoi? Parce que il y a évidemment des changements morphologiques, il y a des changements hormonaux, il y a aussi le fait que on cherche son identité, on cherche son futur et on veut également s'intégrer dans la société. Donc, je le répète, en tant qu'individu, on s'en souvient peut-être, et en tant que parent, pour ceux qui le sont, ça peut être aussi une période dont on se souvient. Si maintenant on a en plus, en tant qu'adolescent, jeune adulte, on a une maladie rare, ben, ça ne fait que complexifier cet abord parce que si on a une maladie chronique, eh bien, on va avoir un suivi médical de longue date. On a créé des liens particuliers avec les équipes de soins. On a créé aussi des liens particuliers avec ses proches et tous ceux qui suivent les soins. Et devoir basculer vers des équipes qui sont différentes, devoir peut-être laisser sa famille un peu en retrait pour, euh, pour arriver dans cette nouvelle période, mais ça peut être assez compliqué. Donc, on l'aura compris, cette période de transition est une période importante et on doit vraiment en tenir compte. Alors, je vais vous montrer quelque chose d'assez ancien, mais qui peut être exemplatif. C'est-à-dire que ici, c'était à la Société américaine d'hématologie il y a bien longtemps. On montrait que au moment de la période justement de ce passage de l'adolescence vers l'état adulte, dans la drépanocytose, on voit qu'il y a une chute du nombre de traitements, que ce soit par des transfusions sanguines ou par de l'hydroxyurée, et que parallèlement, on a une augmentation des complications. Alors, bien entendu, les États-Unis, ce n'est pas l'Europe. Vous savez que les frais de remboursement, et Dieu sait si on en parle beaucoup aujourd'hui, sont très différents, mais il y a malgré tout pas que ça. C'est pas que la prise en charge et l'aspect budgétaire. Il y a un certain nombre d'autres éléments. Et dans notre expérience,
D'ailleurs, on avait montré qu'en Belgique, le nombre de patients drépanocytaires au-delà de l'âge de 20 ans est beaucoup plus faible. Donc, on a essentiellement des enfants. Et on peut remarquer que dans notre registre belge qui a été mis en place pour la drépanocytose, on ne voit pas vraiment cette période de transition qui est difficile. Mais il faut savoir de ce que nous connaissons, c'est que pendant de nombreuses années, ce sont les pédiatres qui ont accompagné et qui ont continué à accompagner les enfants, même s'ils étaient jeunes adultes. Donc, dans notre législation, les pédiatres peuvent suivre des patients de tout âge, alors que les médecins pour adultes ne peuvent pas prendre en charge des enfants de moins de 16 ans. Et il a fallu un certain nombre d'années avant que des hématologues adultes aient une population suffisante que pour développer une expertise et prendre en charge ces enfants. Alors, on va parler de quelques définitions. Donc, la première, ça concerne les soins aux patients, la transition et les transferts. Et je vous montre ici un exemple de ces trajets de soins qui a été développé par le réseau européen de référence lié aux maladies dermatologiques. Et vous voyez que dans ce trajet de soins, on a les premiers symptômes, l'aspect diagnostique, l'aspect thérapeutique, le suivi des patients, tous les symptômes additionnels qu'ils peuvent présenter en dehors de problèmes dermatologiques et enfin les soins palliatifs. On voit que, outre ce trajet de soins, ils ont déterminé un certain nombre de défis et un certain nombre d'objectifs et on peut remarquer qu'ils se sont centrés en ce qui concerne le suivi des patients sur cette période qui est un défi pour eux, qui est le passage de l'enfance à l'âge adulte et que donc le follow-up doit être très bien organisé. Donc on est vraiment dans le vif du sujet. Quand on parle de transition, mais donc la transition, c'est toute une période, ce n'est pas un moment précis, puisque on va préparer les enfants à devenir des jeunes adultes et à être transférés vers vers les départements adulte, mais préparer, ça veut dire que peut-être que les traitements peuvent changer, peut-être qu'il y aura de nouvelles complications, peut-être qu'il y a aussi des implications du fait que on atteint une certaine taille, on va avoir un changement hormonal, etc. Par contre, le transfert, c'est vraiment le moment où on va transférer l'ensemble du dossier et le patient de départements pédiatriques vers des départements adultes. Alors, quand on dit c'est un one-shot, entre guillemets, c'est pas nécessairement tout à fait le cas. Donc, on peut avoir un certain nombre de consultations ou d'actes qui sont partagés entre les différents départements et on va voir ça plus tard. L'autre définition, c'est en quoi consistent les maladies rares. En fait, la définition au niveau européen, c'est maladies à faible prévalence et complexes qui nécessitent des soins hautement spécialisés. Et je peux donner un exemple si ça peut être plus clair pour vous. Donc, il y a un des ERN qui s'appelle Epicare et qui est donc dédié à l'épilepsie. Mais en fait, l'épilepsie est quelque chose de relativement fréquent. Mais par contre, au niveau du réseau européen Epicare, ce sont toutes les épilepsies qui sont rares et complexes. La définition en termes de low prevalence, c'est moins de 1 sur 2000 personnes. Et quand on parle de cancer rare, c'est moins de 1 pour 600 000 personnes. Alors, ces réseaux européens ont été mis en place par la Commission européenne. Il faut savoir que ce sont les États membres, en fait, qui font partie de l'ensemble de ce projet et qui eux-mêmes doivent travailler sur ces projets, mais qui donc participent également au budget de ces réseaux européens de référence.
ils sont au nombre de 24. Pour donner quelques exemples, j'avais dit épicaire, donc ça, ce sont les épilepsies rares et complexes. Donc, c'est souvent centré sur des maladies, mais ça peut être aussi, par exemple, où est-ce qu'il est? ERN Genturis. Donc, ça, ce sont plutôt des procédures de diagnostic et en particulier de biologie moléculaire. Et vous en avez d'autres qui sont Transplant Child, qui est bien entendu la transplantation chez les enfants. Ce sont aussi des procédures, mais la plupart sont centrées sur des maladies. L'idée, c'est que ces 24 réseaux européens couvrent l'ensemble des 27 États membres et sont en relation directe avec les centres experts au sein des hôpitaux. Donc, chaque centre expert fait partie ou pas d'un de ces 24 réseaux. Et c'est également toujours centré sur le patient. Donc, il y a toujours des associations de patients qui font partie de chacun des 24 réseaux européens de référence. Et au niveau plus global, comme on disait, on a la Commission européenne, les États membres, il y a les 24 ERN, les 24 coordinateurs des ERN, mais il y a aussi les associations de patients dont l'association européenne s'appelle Eurordis. Alors, ces 24 ERN ont débuté en 2017, donc un premier grant de 5 ans jusqu'en 2022, et nous sommes occupés donc dans la deuxième série du grant qui s'étend de 2022 à 2027. C'est un énorme paquebot, comme vous voyez. Bon, il y a les 27 États membres, ça c'est clair, mais donc s'il faut couvrir tous les patients, c'est 27 à 36 millions de patients estimés en Europe, parce qu'on estime qu'il y a entre 6 000 et 8 000 maladies rares. Alors, tous les 24 réseaux européens de référence ne couvrent pas à l'heure actuelle l'ensemble des 8 000 maladies rares. Mais donc, c'est un gros paquebot parce que ça représente 400 structures hospitalières qui comportent 1600 centres experts. Donc, dans un hôpital, on peut avoir plusieurs centres experts, un qui est relié à Epicare, dont je venais de vous parler, un autre à l'ERN Skin, par exemple, etc. Ces 24 ERN ont des objectifs communs qui ont été définis par la Commission européenne et le DG Santé et qui ont pour objectif, bien entendu, de donner des soins équitables et harmonisés au niveau européen. Alors, c'est dit évidemment, mais c'est pas vite fait, mais c'est le but de l'ensemble de ces objectifs. Donc, vous voyez qu'il y a ici, par exemple, tous les soins transfrontaliers. Alors, ça peut être le déplacement d'un patient, ça peut être le déplacement d'échantillons, et ça peut être aussi des échanges au niveau des structures de soins. L'autre partie, c'est toute la partie éducationnelle et qui permet évidemment d'avoir toujours quelque chose d'update. Ce qui est très important à savoir, c'est qu'au sein des 24 ERN, les sites web sont accessibles et tout ce qui est fourni en termes d'éducation coordonné par l'ERN sont disponibles de manière publique. Donc ça, c'est un aspect très important qui est très différent des sociétés scientifiques pour lesquelles on doit être membre. Il y a une partie qui est la téléexpertise. Alors, il ne s'agit pas d'un contact patient expert dans une ou l'autre maladie rare, mais bien de cas qui sont déposés et discutés et on demande un avis d'expert. Nous avons également les études cliniques et la partie recherche. Donc, je crois que ça, il ne faut pas trop développer, mais il faut bien expliquer que les registres se trouvent dans cette partie-là aussi, puisque le registre, ça peut être une base de recherche clinique, bien entendu. Et enfin, on a tout ce qui sont les bonnes pratiques, donc des recommandations, des guidelines, etc. Et la transition fait partie de ces bonnes pratiques. Alors, on va commencer par une première enquête.
Et donc, l'enquête a été faite par un des réseaux européens pour les maladies neuromusculaires, donc c'est EuroNMD. Et l'idée, c'était de savoir auprès de leurs membres s'ils pensent que les réseaux européens peuvent avoir une plus-value en ce qui concerne cette période de transition. Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est que 60% ont dit oui, 31% ben, ne savent pas trop et 9% ben, ils pensent que non, c'est pas utile. Il faut savoir que les réseaux européens de référence, quand ils ont été installés en 2017, l'idée, c'était pour chacun de ces réseaux, c'est de ne pas dupliquer ce qui existait déjà. Donc, il a fallu faire vraiment un répertoire dans les différents domaines que je vous ai expliqués au préalable. Et donc, ça a mis un certain temps avant de s'implanter. Il y a aussi des collaborations qui ont été faites avec les centres, avec les sociétés scientifiques, notamment, de nouveau pour éviter de dupliquer tout ce qui était déjà fait. Donc, on a eu toute une phase, je dirais, de doute parmi pas mal de scientifiques pour savoir si ces réseaux européens, c'était pas juste de la documentation supplémentaire, de l'administration et pas plus. Donc, on peut sans doute mettre les 31% là-dedans, mais c'est quand même une bonne nouvelle de savoir que 60% pensent que ça a une plus-value. Et dans les suggestions qui avaient été faites, puisqu'on a toujours du texte libre, le besoin réel était de pouvoir avoir des recommandations pour une transition harmonisée, standardisée, mais également qu'elle soit facilement adaptable localement, qu'on puisse avoir accès à des programmes éducatifs dans ce domaine, donc pas seulement pour les professionnels, mais également pour les patients. Et quand on dit professionnels, donc pas seulement les médecins, mais l'ensemble de ceux qui prennent les soins en charge. Il a été souligné, et ça c'est certainement important, c'est qu'il y ait un soutien politique dans l'implémentation de ces transitions et aussi un soutien financier. C'est certain que si vous faites par exemple des consultations qui sont combinées entre pédiatres et adultes, ben, il faut un remboursement de la consultation qui soit adéquat. Et on sait bien entendu aussi qu'au niveau européen, ben, les budgets qui sont fournis sont des budgets euh, donnés pour les réseaux européens de référence. Il n'y a pas de budget direct donné pour les centres experts. Mais ceci est assez logique puisque ce sont les États membres eux-mêmes qui font partie de la Commission européenne et qui mettent en place ces budgets. Donc, une partie des budgets doivent venir de manière nationale, comme on le voit en France, par exemple, avec les filières qui ont été implémentées pour les maladies rares. Et puis, une autre suggestion, c'était d'avoir des plateformes interactives. Je reviens sur le sujet, c'est qu'il est très important que l'ensemble des éléments et du matériel qu'on peut obtenir soit disponible aisément sur une plateforme, donc un site web ou autre. Alors, je vais vous donner quelques exemples tout à fait concrets de ce qui a été fait en dehors de l'enquête que j'ai déjà montrée et le trajet de soins qui a été montré au niveau de l'ARN Skin. Donc, la première partie, c'est une enquête sur la transition. Donc, ceci a été fait par le réseau Ernica, qui sont sur les malformations digestives, et le RN Eurogen pour les maladies rares urogénitales. Et donc, l'idée de cette enquête, c'était de savoir en fait qu'est-ce qui manque en termes de transition et de transfert, quels sont les besoins et comment on peut améliorer la transition et le transfert. Donc cette enquête, ils l'ont envoyée, enfin ils ont reçu la réponse de 82 centres dans 21 pays, donc seulement la moitié ou déjà la moitié étaient membres d'un ERN. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ils ont montré que les programmes de transition
n'était disponible que dans 44% des centres qui ont répondu, et que par contre le programme a vraiment un programme de soins pour ces maladies n'était disponible que pour 31% des centres. De plus, ils ont remarqué que le contenu des programmes était hautement variable, et également à qui étaient dédiés ces programmes était également très variable. C'est-à-dire, est-ce que c'est juste pour les médecins? Est-ce que c'est aussi pour l'équipe soignante, on va dire, dans ce cas-là, diététicien, physiothérapeute, le groupe, enfin, les coordinateurs infirmiers, etc. Donc, en conclusion, ils ont bien montré que ce qui manquait, c'était une définition et des programmes structurés de transition et de transfert, que les besoins, c'était d'étendre ça au-delà des médecins, et qu'il fallait également impliquer les patients ou ceux qui prennent en charge les patients, y compris les organisations de patients, et pas seulement dans le design des recommandations, mais bien au-delà. Alors, un deuxième exemple, et ça concerne à la fois la transition, le transfert et le suivi au niveau adulte. Et là, c'est le RN-RITA, donc c'est un ERN qui s'occupe de l'immunodéficience, et ils ont publié des recommandations à la fois pour l'immunodéficience et pour les maladies inflammatoires. Ils ont fait comme ce que je vous avais montré au préalable. C'est une première étape, c'était une enquête. Est-ce qu'il existe des programmes de transition, ou est-ce qu'il en manque? Et en effet, ils ont montré qu'il manquait des programmes de transition, et qu'il fallait alors développer un programme de transition qui représente évidemment un consensus. Donc, ils sont passés à cette seconde étape, c'est-à-dire de produire des recommandations. Ils ont utilisé une méthode Delphi, et la première étape de cette méthode Delphi, c'est de faire une revue littérature. Et sur la base de cette revue littérature, ils ont pu proposer un premier jet de recommandations qu'ils ont soumis à un très grand nombre de centres. Et ceux-ci ont, pour finir, donc c'est 68 centres qui ont répondu dans 22 pays, et ça ne concernait que les professionnels médecins. Ils ont eu 93 réponses, comme vous le voyez, et la majorité des centres étaient à la fois pour le suivi pédiatrique et adulte. Sur base donc de leur draft, ils ont donc distribué cette version, et ils ont eu une dernière version sur base de consensus qui peut être utilisée. Et donc, voilà ce que ça a donné. Donc, les recommandations ont été sur toute la partie du processus de transition, c'est-à-dire comment est-ce qu'on prépare le patient. Ensuite, ils ont émis des recommandations pour tout ce qui concernait le transfert, c'est-à-dire vraiment la partie administrative, donc le dossier patient, comment est-ce qu'on le transfère, et toutes les données patients pertinentes. Ils ont émis des recommandations sur tout ce qui concernait les différentes consultations au moment de la transition, et l'implication graduelle des patients et des médecins dans cette programmation, et des recommandations pour une certaine personnalisation, c'est-à-dire une certaine flexibilité. Et ils ont tenu compte aussi de tout l'aspect social et de santé de manière beaucoup plus globale. Et enfin, ils ont émis un certain nombre de contre-indications au transfert des patients. Alors, je ne sais pas si j'avais déjà dit, mais quand je mets des petits bonhommes comme ça, c'est un peu comme on avait la petite coccinelle dans les Gottlieb. C'est simplement pour vous dire que pour certains aspects qui ont été développés par les ERN, soit ça ne concerne en fait que l'équipe médicale, ou ça concerne également au-delà du personnel purement médecin, et parfois aussi les patients. Donc, comme vous le voyez ici, on a inclus les trois
les trois groupes. Donc l'autre exemple, c'est par le RN dont je fais partie, donc EuroBloodNet. Donc, ce sont pour les maladies hématologiques. On a suivi, dans le cadre de la drépanocytose, on a mis en place des groupes de parole au sein d'un meeting qui se passe chaque année à Londres. Et c'est un congrès qui est dédié aux hémoglobinopathies. Et ce que nous avons fait au travers de la personne qui gère ça, qui est Mariangela Pellegrini, il y a des sessions de parole avec les patients drépanocytaires. Et la première session qui s'est passée en 2023 permettait d'avoir une discussion sur la transition en invitant des jeunes patients et qui étaient parrainés par des patients adultes. Et puis en 2024, on a retravaillé avec ce groupe de patients pour bien définir l'ensemble des besoins qui ont permis, comme vous le voyez ici, mais donc on l'a fait au-delà des patients, de pouvoir produire un document qui est disponible, hein, donc tous les liens Internet sont chaque fois mis, donc un document disponible qui sont des recommandations pour avoir une transition qui est optimisée pour pour les patients. Donc, ce charter, comme je vous l'ai montré, a été réalisé avec l'aide de 11 pays européens représentés, 20 patients, 5 patients dans les organisations de patients, 12 cliniciens, à la fois certains pédiatriques et certains adultes, et puis on a complété avec plus de cliniciens pour avoir vraiment un document qui soit un consensus, un avis d'experts. Et voilà ce que ça a donné si vous ouvrez le document. La première chose, ce sont vraiment les bases à mettre en place pour qu'on puisse avoir un cadre qui soit tout à fait correct et des recommandations qui sont tout à fait correctes. Ensuite, vous avez toute la préparation avant la transition, la prise en charge globale qui est très importante. Et aussi, il ne faut pas euh, occulter le fait qu'une fois qu'on a fait le transfert, ben, il faut pouvoir confirmer que tout s'est bien passé, parce que si on veut s'améliorer, il faut retourner à la base. Et vous voyez ici qu'on a les différentes icônes. Donc, on inclut évidemment les patients et ou tous ceux qui prennent soin des enfants quand ils sont plus jeunes, les personnes elles-mêmes, l'équipe pédiatrique, l'équipe adulte, et il y a aussi le système de soins. Ça, c'est incontournable. Alors, encore un autre aspect très, très pratique qui a été mis en place, c'est un questionnaire qui couvre tous ces aspects. Donc ça, c'est par l'ERN Epicare, donc pour les épilepsies rares et complexes. Donc c'est un projet qu'ils ont appelé Trust, et ça a été fait au travers d'un groupe de médecins italiens faisant partie de l'ERN. Ils ont organisé différents meetings qui leur ont permis de développer des questionnaires qui sont vraiment pratico-pratiques, hein. Donc, ce n'est pas comme ce qu'on a vu au préalable, où on a un certain nombre de recommandations, mais après ça, il faut développer ces outils localement pour avoir un suivi. Ici, ce sont vraiment des outils qui ont été développés. Je vais vous montrer un exemple après. Donc, ça concerne, comme vous voyez ici, les personnes qui sont en transition, et ça permet de voir comment se passent les consultations, donc la dernière visite pédiatrique, la première visite adulte. Pour toute l'équipe de soins aussi, avoir un dialogue entre l'équipe pédiatrique et l'équipe adulte. Et enfin, voir si tout ça fonctionne bien. Donc, quel est le feedback de la part des patients un an après cette transition, et ainsi on peut à nouveau s'améliorer ou personnaliser. Donc vous voyez ici,
C'est un guide des consultations et ça permet de beaucoup mieux suivre les expériences patients. Donc, la première partie de leur questionnaire, c'est des données générales, mais dans les données générales, vous voyez qu'on a quand même le contexte éducatif, par exemple, des enfants qui sont pris en charge et l'occupation des parents. Il y a tout l'aspect émotionnel et collectif, cognitif, excusez-moi, toute la partie thérapeutique et aussi le bien-être physique qui sont pris en charge dans, dans ces questionnaires, donc y compris l'inclusion sociale, puisque ce sont des éléments très importants. Et vous voyez que c'est très pratique, puisque quelque part, on a un rating au niveau de chaque point et on peut avoir une idée globale de ce qui se passe, de comment ça se passe. Donc, ces questionnaires très pratico-pratiques hein, qu'on peut implémenter se complètent en 10 à 15 minutes. Ils sont très accessibles et en plus, on peut les adapter localement. Et ça permet également une évaluation de l'expérience des patients. On a un suivi et ainsi un feedback. Donc, leur biais qu'ils avaient rapporté dans l'étude, c'est qu'il n'y avait pas de système de scoring final. Donc, c'est quoi le meilleur score qu'on doit obtenir? Il faudrait une validation de ces aspects pratiques, mais c'est quand même une chouette initiative de savoir qu'on a des outils qu'on peut utiliser sur le terrain. Et puis, ça ne se fait qu'une fois. Donc, peut-être qu'il faudrait imaginer que ces questionnaires soient remplis à plusieurs reprises ou élargis. L'autre exemple de template concerne le transfert, et là, ça a été fait par l'ERN RITA, donc liver, excusez-moi, l'ERN liver, donc ce sont les maladies hépatiques, vous en seriez douté, et eux, ils proposent donc aussi tout à fait téléchargeable, donc c'est un document qui peut être rempli avec toutes les données du patient. Et si vous voulez, ça fait partie, outre le dossier médical, on a une vue assez rapide de qui est le patient et où on en est au niveau de sa maladie. Et ils ont proposé aussi, donc pour la période de transition, une partie éducative, training, hein, on en avait parlé au préalable. Donc c'est une très chouette vidéo qui parle de tout ce processus de transition, et c'est assez intéressant parce qu'il commence par parler de l'adolescence avec les maladies hépatiques. Puis, c'est quoi le problème enfin, en quoi consiste la transition et en particulier les complications qui peuvent arriver en début d'âge adulte et qui peuvent être différents, et également les aspects thérapeutiques. Donc, tous ces aspects spécifiques liés aux maladies hépatiques. Mais quand on regarde la vidéo, donc c'est chaque fois avec un aspect qui est, je vais dire, très structuré, mais suivi d'une explication par les personnes correspondantes qui sont experts dans chacune des parties. Donc, ce type de vidéo pourrait très bien être adaptable pour d'autres maladies. Alors, si on revient au réseau européen de référence, en fait, cette ERN Liver, où je viens de montrer deux aspects très pratiques, un éducatif et l'autre qui était un template, ils ont proposé au niveau de la Commission européenne de créer un groupe de travail sur la transition. Donc, au niveau de la Commission européenne, entre les ERN, nous avons un certain nombre de groupes de travail. Je peux vous en citer un qui est l'évaluation. Voilà, est-ce qu'on pourrait avoir une évaluation peut-être un peu plus adaptée que ce qui est maintenant? Eh bien, voilà un groupe qui a demandé une création. Donc, c'est sur cet aspect de transition. Donc, l'idée, c'est de comprendre tout cet aspect de transition et de trouver, enfin, de comprendre ce qui se passe au sein de l'ensemble des maladies rares, et est-ce qu'on pourrait avoir un cadre et des aspects purement pratico-pratiques qui peuvent être délivrés pour les 24 ERN. Donc, nous avons reçu, donc, au niveau de tous les membres, une enquête
qui nous permet de comprendre quels sont les besoins. Je vais vous montrer un petit exemple. Donc ici, vous voyez là, le premier aspect de l'enquête que je vous montre, ben, à quel âge est-ce que vous estimez qu'il y a un transfert? Donc il peut avoir une vue très différente. Pour certains, ça peut être je veux faire le transfert typiquement à tel âge et pas à un autre, et alors que d'autres, ça peut être beaucoup plus souple et personnalisé. Est-ce que vous pensez que c'est typiquement déterminé, l'âge auquel on va faire le transfert? Est-ce que vous pensez qu'il y a un âge limite pour lequel on peut faire le transfert? Un point important, vous voyez, c'est est-ce que ben, le transfert se fait pas parce que la consultation qui est possible, c'est dans 6 mois, etc., etc. Et un autre aspect, donc l'enquête est relativement longue, mais se remplit très vite. Un autre aspect, donc c'est toutes les barrières qui peuvent être liées à la transition des soins. Donc c'est intéressant de voir que ça peut être un aspect financier comme ici, mais ça peut être aussi un aspect de ressources humaines, ça peut être un aspect de méconnaissance par les différentes structures de soins où il n'y a aucune politique qui est faite et donc ça ne se fait pas, hein, etc. Donc c'est vraiment une enquête intéressante et on sera curieux d'avoir le résultat et surtout ce à quoi ça va mener après de manière de nouveau pratico-pratique pour tout un chacun, que ce soit les patients ou l'ensemble du personnel soignant. Donc, quels sont les messages qu'on pourrait garder de ce que je vous ai présenté? Donc, la période de transition est en effet une période relativement complexe, mais qu'on ait maladie rare ou pas déjà, mais donc forcément, quand on a une maladie rare, cette passage de l'adolescence au jeune adulte est difficile. Ça mérite vraiment une attention particulière et de savoir il faut s'en occuper et il faut garder à l'esprit que les recommandations sont nécessaires et le suivi des patients est nécessaire. Si on met quelque chose en place, mais ça doit être réaliste en fonction de l'organisation locale, mais quand même personnalisé pour les patients, que l'ensemble des, de ceux qui participent à la transition doivent être impliqués. Donc, ça va du personnel soignant dans son ensemble jusqu'aux patients et vice-versa. Et j'espère avoir pu vous montrer que les réseaux européens de référence sont des réseaux qui permettent de faciliter la connaissance de l'ensemble de ces éléments et qu'ils ont pris en compte ben, l'ensemble des défis et que les initiatives ont amené des choses très, très pratico-pratiques et pas seulement administratives. Tout ça est à disposition sur les différents centres les différents réseaux européens de référence et sont également, pour certains aspects, disponibles au niveau de la Commission européenne DG Santé. Est-ce qu'au niveau belge, on prend en compte ça? Eh bien, il y a un nouveau plan maladie rare qui est en cours. Donc, les réunions sont en cours. Il y a différents domaines qui feront partie de ce nouveau plan. Le deuxième domaine, c'est l'intégration des soins, donc les trajets de soins patients. Et il y a un aspect tout à fait spécifique qui est lié à la transition. Donc, ça n'est pas oublié au niveau belge. Voilà, merci beaucoup pour de m'avoir écouté et n'hésitez pas à poser des questions soit dans le chat, soit en ouvrant votre micro. Merci beaucoup, Béatrice. Et donc, oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en faire part.
Moi, j'ai peut-être, question de lancer la première, et peut-être d'entraîner le mouvement, une question qui m'est venue, c'est, on voit toute la spécificité de cette population pédiatrique, toute la spécificité de cette population en transition, et surtout quand on se rappelle que dans les maladies rares, près de 70% des maladies sont pédiatriques, avec toute la difficulté et l'enjeu justement de trouver des médecins spécialistes et des spécialités reconnues pour accompagner ces enfants. Est-ce que les maladies rares ne seraient pas, selon toi, peut-être le lieu favorisé ou à favoriser pour un plaidoyer pour une plus grande reconnaissance des spécialités pédiatriques? Ah, c'est une bonne question. Euh, certainement, oui, certainement que les spécialités pédiatriques sont importantes et pas seulement pour les maladies rares, hein. Je pense que c'est un élément clé et je pense que ce qui est aussi important que j'ai souligné, c'est il faut comprendre que les maladies pédiatriques ne sont pas toujours, n'ont pas toujours de relais au niveau adulte et donc ont une charge de travail parfois plus importante que ce qui ne devrait. Donc cet aspect-là, je pense, devrait être aussi reconnu certainement au niveau national. Oui, je pensais forcément à la question sensible de la financiabilité des soins. C'est vrai qu'on Mhm. ne peut prescrire qu'un certain nombre de soins pédiatriques par jour à un enfant. Et donc, même si dans un hôpital, on a un pédiatre expert en soins intensifs, un pédiatre expert en pneumologie, un pédiatre expert en cardiologie, finalement, comme ce sont trois pédiatres avant tout, ce n'est pas reconnu comme étant trois suivis médicaux différents. Et donc, simplement, l'hôpital, même si l'enjeu n'est pas de surfacturer les patients, ne peut pas avoir une activité qui permettrait forcément d'avoir De du personnel, spécialisation. ouais, plus de spécialisation et plus de personnel dédié pour accompagner les patients et leurs familles. Certainement, certainement. Et ben, on l'a remarqué au sein de l'hôpital universitaire de Bruxelles. On a en effet toujours des couples pédiatriques adultes quand c'est le cas et qui sont en effet hyper spécialisés. Certainement. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je vois rien dans le chat. Non. Ah, si on me laisse faire, moi je suis philosophe et tu es sur le grill, je peux continuer, Léa. Oui, vas-y. Forcément, une autre question qui me taraude, on a un travail dans la fonction maladie rare qui est proactif et intense avec les associations de patients, que ce soit les associations coupoles ou au sein des différentes spécialités qu'on aura l'occasion de voir à travers ce séminaire avec les différentes associations de patients. Mais forcément, ce sont essentiellement des adultes que l'on voit ou des parents. Comment est-ce qu'on pourrait accorder une place privilégiée aux enfants ou même plus particulièrement aux adolescents et jeunes adultes dans ce travail de communication avec les patients et les associations de patients pour leur dédier un espace de parole et de témoignage de leur propre vécu de la maladie et des Oui, soins. donc l'exemple que j'ai montré, qu'on a mis en place avec la drépanocytose, c'est vraiment un mentoring de patients adultes avec des patients plus jeunes ou au sein d'associations de patients. Enfin, ça a vraiment très très bien marché et de leur donner une voix a permis vraiment de comprendre les aspects tout à fait spécifiques. Donc, ça a été vraiment une bonne façon de comprendre ces aspects, de les impliquer et aussi, quelque part, de les autonomiser déjà vers cette transition, de s'exprimer en dehors de leur famille qui les accompagne en général dans les soins. Donc ça, c'était une excellente façon. Ce serait donc une occasion privilégiée, peut-être de recommandations, de guidelines, peut-être pour les autres ERN qui n'ont pas eu encore l'occasion de mettre ça en place ou de comparaison avec ce qui a pu être fait à des échelles plus micro au sein de différentes structures hospitalières ou de différents ERN pour accompagner Oui, cet espace de certainement. soins particulier. Oui, certainement. Et je reviens sur le fait que
les soins de santé se sont fortement améliorés pour un certain nombre de maladies rares. Et donc, pour pas mal de maladies rares, et que c'était le cas de la drépanocytose, ben, on voit que les patients atteignent l'âge adulte. Pour les femmes, ben, elles peuvent avoir des enfants, donc l'image change, la prise en charge doit changer également et doit s'adapter. Les innovations thérapeutiques ont permis pas mal d'avancées pour les patients, mais aussi alors des défis comme ceux de la transition. Donc il faudrait aussi avoir, alors je ne sais pas comment c'est dans les différentes spécialités, mais on avait remarqué en hématologie que les hématologues font surtout de l'oncologie. Donc, c'était assez difficile de trouver des hématologues qui s'occupent de maladies non hématologiques, soit des troubles de la coagulation ou ben, les pathologies héréditaires du globule rouge. Donc, ça a mis pas mal d'années aussi de pouvoir créer ces groupes. Donc, il y a aussi certainement du mentoring à faire et un espace à trouver au sein des sociétés scientifiques quand on a des aspects comme ça si particuliers. Oui, tu as cité avec énormément de justesse le statut de ces jeunes femmes qui arrivent à l'âge adulte ou éventuellement à l'âge de procréer. Forcément, le cas de la drépanocytose est un cas archétypal de ces situations, puisque c'est une maladie autosomique récessive. Donc, si la maman est porteuse, si l'un des deux parents est porteur, si je ne me trompe pas, il y a 25% de chances que l'enfant Chacun des soit parents doit atteint. être porteur, oui. Ouais. Oui. Mais donc, il y a aussi un enjeu peut-être d'EVRAS avec ces populations. Bon, la complexité génétique est déjà pas facile à acquérir même quand on est médecin. Quand on est philosophe, ça l'est encore moins. Mais pour la population courante, c'est peut-être aussi un espace privilégié de soins, pas uniquement par les traitements, mais également par l'information sur les enjeux génétiques des maladies et culturelles et sociétales de ces maladies génétiques transmissibles. Ouais, certainement. Donc, si en prénatal, il y a pas mal de choses qui ont été faites. En préconceptionnel, il reste quand même un énorme, oui, un énorme gap dans l'information et la dissémination de l'information. Et donc là, c'est la transition plutôt, on va dire, dans la population générale. Est-ce qu'on ne peut pas aussi donner des recommandations pour la transition, même si on n'est pas malade? Oui, Je te remercie. Je ne vois toujours pas de main levée ou de non. commentaires dans le chat. Donc, je suppose que soit tout le monde a faim, soit toutes les réponses ont été trouvées en cours de route. En tout cas, ben, je vous remercie toutes et tous d'avoir participé par votre présence à ce séminaire. Nous avons été plus d'une cinquantaine au pic de présence et je vous remercie sincèrement. Donc, la vidéo sera retransmise sur nos plateformes, sur notre chaîne YouTube. Elle sera accessible depuis la page web. Vous allez également trouver l'horaire du séminaire. Vous voyez que je fasse 30 secondes ma bobine. Comme ça, vous pourrez voir que la prochaine séance aura lieu en décembre avec une présentation du professeur Alec Eby sur l'ERM épicaire et notamment les maladies rares épileptiques. Et nous nous retrouverons là pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient obtenir une accréditation INAMI. Je vous invite à nous envoyer un mail sur l'adresse mail de la fonction maladie rare. C'est en un mot maladierare@hubruxelles.be. Et donc, je les traiterai dans les prochains jours pour les envoyer à l'INAMI. Je vous remercie beaucoup et vous souhaite une excellente journée et un très beau mardi. Bonne journée. Merci Bon Béatrice. après-midi, merci. Merci.